Et je reçois donc une photo de lui donc en instantané, là. Il est nu. Lui, de son côté, me dit « Bon, bah voilà, moi je suis en train de développer des sentiments amoureux envers toi. J'aimerais que tu me prouves que t'es en train de tomber amoureuse de moi. » Est-ce que vous sauriez dire quand une situation bascule dans la violence sexuelle, ou quelle forme elle peut prendre? Est-ce que vous l'avez déjà croisée dans vos études, vos soirées, vos relations? Depuis quelques années, la parole se libère sur le sujet. Les témoignages se multiplient, des procès marquent l'histoire, les mentalités évoluent. Mais savez-vous vraiment comment les violences sexuelles s'immiscent dans votre quotidien? Ce sont toutes ces questions, parfois inconfortables mais essentielles, que cette série documentaire va explorer en 4 épisodes. Nous donnerons la parole à celles et ceux qui ont vécu ces violences, mais aussi à des experts pour comprendre les formes qu'elles peuvent prendre. De l'importance de la parole et de l'écoute, jusqu'aux réponses judiciaires envisageables. Attention, certains récits peuvent être difficiles à entendre. Prenez soin de vous, écoutez à votre rythme et faites des pauses si besoin. Vous écoutez Défaire la violence, une série documentaire du dispositif Saint-Epsie étudiant et de l'association VICA. Il y a sûrement parmi vous qui nous écoutez différents profils. Celles et ceux qui souhaitent s'informer sur les violences sexuelles, celles et ceux qui en ont déjà subi, celles et ceux qui en ont déjà commis. En France, selon les chiffres officiels, on estime que plus de 200 000 personnes sont victimes de viols, tentatives de viol ou agressions sexuelles par an, dont 85% sont des femmes. Cela représente un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30. Et on estime que plus de 50% de ces agressions sont commises sur des personnes mineures. Mais que recouvrent vraiment ces chiffres et le terme de violence sexuelle? Est-ce que pousser un peu quelqu'un à pratiquer un acte sexuel, c'est de la violence? Et toucher quelqu'un sans son accord? Ou faire circuler un nude qu'on a reçu? Afin de lutter contre tous les types de violences et les prévenir au mieux, il faut déjà savoir les reconnaître. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'Alia. Je m'appelle Alia Chartier, j'ai 23 ans, je suis étudiante et je fais également de la prévention en milieu scolaire par rapport au cyberharcèlement à caractère sexuel notamment, que j'ai subi à l'âge de 14 ans. Au collège, Alia s'inscrit sur Abo. Une copine lui a parlé de ce jeu en ligne où l'on peut discuter avec les autres participants. Elle y rencontre Alexandre, un garçon de 17 ans. Très vite, ils discutent beaucoup. Les messages courts du chat de Abo se transforment en échanges de longs mails. Alia et Alexandre se racontent leur vie d'adolescent et se confient leurs sentiments naissants. On s'échange des mails mais pas comme ceux des autres, on va dire. C'est des mails hyper romantiques où j'écris... j'essaye d'adapter mon style à Victor Hugo, par exemple. J'aime beaucoup, en fait, lui écrire des poèmes, que ça vienne de moi, ou des petites phrases que je pique à certains auteurs comme ça. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il apprécie. Et il me renvoyait les mêmes choses. Et moi, à ce moment-là, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage, quelque part, d'avoir les papillons autour de moi, les oiseaux qui chantent, bref, j'ai l'impression d'être dans un semblant de rêve, qui arrive vers moi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à construire. Je me sens bien, en fait. Et c'est les seuls moments où je me sentais bien avec quelqu'un qui avait à peu près mon âge. Un peu plus tard, quand on a l'impression d'avoir un genre de relation qui se crée, il me dit, par contre, ça reste entre nous, c'est un secret. Moi, j'aime bien ce côté-là, secret, J'ai pas pensé non plus à le dire à mes parents parce que je pense qu'intérieurement, et je dis bien intérieurement parce que sinon je voyais pas du tout dans ce dans quoi j'étais en train de me mettre, mais je me voyais pas le dire à mes parents parce que j'avais l'impression qu'ils allaient me dire non mais c'est quoi ça, qu'est-ce que tu fais Au fur et à mesure des échanges, Alexandre met Alia en confiance. Il se confie, lui dit qu'elle est différente des autres, qu'elle seule le comprend et surtout, il souligne à quel point cette relation est unique à ses yeux. Pour la jeune fille, ça ressemble au début d'une grande histoire d'amour. Avec nos échanges de mails,
Il y a un moment où nous vient quand même à l'idée, à lui et à moi, de se dire, bah mince, on se parle, on a un petit truc qui se développe, mais à quoi on ressemble ? Enfin, parce que bon, bah voilà, on aimait comment on se parlait, etc., la relation qu'on crée, mais du côté du physique, on n'avait aucune notion de l'un et de l'autre. Bon, il savait que j'étais brune, aux yeux marrons, mais bon, voilà quoi. Et donc, il me demande une photo de moi. Donc, je mets, je sais pas combien de temps à lui trouver une photo que je juge acceptable de lui envoyer. Et lui, pareil, il m'envoie assez rapidement. Et là, je vois un garçon blond, aux yeux bleus. Et là, je me dis, moi, juste, waouh, bah, c'est le prince charmant, en fait. Là, il me dit que je suis super belle, enfin voilà, qu'en plus d'être intelligente, de bien écrire et de lui apporter ce qu'il n'avait pas avec les autres, je suis à son goût physiquement. Donc oui, là, ça me fait plaisir. Je me sens... en fait, ça, comment dire, ça augmente l'impact qu'il a sur moi positivement. Et lui, de son côté, me dit, bon, bah voilà... moi, je suis en train de développer des sentiments amoureux envers toi. Je sais pas si c'est la même chose pour toi. J'aimerais que tu me prouves que t'es en train de tomber amoureuse de moi. Alexandre propose à Alia de basculer sur Snapchat. Il lui dit que c'est plus simple pour s'envoyer des photos. Alia accepte. Très vite, Alexandre lui demande des photos d'elle dénudée. Dans les jours qui viennent, et il me donne un délai, 3 jours, à respecter, sinon il me quitte. Pour moi, là, j'ai l'impression qu'il y a un genre de plafond, là, ma chambre, elle est en train de s'effondrer. Enfin, je sais pas trop comment je me sens. J'ai un genre de... J'ai mal au ventre, en fait. J'ai l'impression que je vais me faire confiance et que je me dis, bon, bah voilà, c'est les petits frissons de quand on est amoureux. Un genre de frisson de l'interdit, en fait. Je lui envoie donc, les jours qui viennent, des poèmes, pareil. J'essaye au maximum d'écrire de la plus belle des façons pour lui convenir. Et finalement, ça ne lui convient pas. On arrive C'était un jeudi. Et je reçois une photo de lui donc en instantané, là. Et quand j'ouvre cette photo, je tombe des nues, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais en fait, il m'envoie son sexe. Il est nu, il est... j'étais complètement choquée, quoi. Je comprenais pas trop, en fait, d'où ça venait. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Et en fait, là, j'ai l'impression que je suis, coupable de quelque chose, comme si je l'avais excité, en fait. Et ça, déjà, ça me mettait mal. Donc, je lui ai renvoyé direct, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Moi, je suis au collège toute la journée, j'ai pas mon téléphone avec moi. Et donc, je rentre chez moi et je reçois... je ne sais combien de notifications là qui m'informent qu'Alexandre a tenté de me joindre, je sais pas, une centaine de fois dans la journée. En fait, il était déjà en train de me harceler, de me spammer. Donc, moi, je me dis, oh là, il m'attendait en fait. Et oui, il m'attendait pour avoir la photo, une photo de moi. Donc... là, je retrouve alors, tu fais quoi ? Je t'attends. Des messages et des messages comme ça. Et quand il voit que je suis sur la conversation, il me dit « Ah bah enfin, je t'attendais. » Alia est tétanisée, dos au mur. Elle, qui a des sentiments pour Alexandre, veut prouver son attachement, mais ne voit pas comment accéder à ses demandes. Elle se retrouve prise au piège de la relation avec ce garçon qui en demande toujours plus. Elle ne sait plus comment reculer. Ici, ce sont les mécanismes de l'emprise qui se mettent en place. Le point commun des mécanismes d'emprise, c'est que les victimes vous parleront d'amour. En vérité, il ne s'agit que de domination et d'ascendance. Et elle est là l'erreur. Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne à Paris, spécialisée en psychotrauma et victimologie. L'emprise, c'est un mécanisme qui se met en place de façon très pernicieuse, très discrète, avec des outils de manipulation très très fins. Donc tout est fait pour que finalement on ne réfléchisse plus par soi-même, mais pour l'autre et au travers de l'autre. Pour pouvoir mettre quelqu'un sous emprise, il faut être la personne providentielle, celle qu'elle attend depuis toujours,
pour s'autoriser à penser pour elle, lui dire ce qui est bon pour toi, c'est ça, tu devrais penser comme ça les choses, moi je te comprends. Donc il y a déjà une espèce d'ascendance qui est posée. Ensuite, il y a tout un processus d'isolement qui est fait pour que la personne n'ait pas justement à entendre de ses proches leur avis, leurs critiques, leurs petits red flags. Donc on devient la personne qui devient tout un monde, puisque la victime est isolée. Et donc, privée de ce libre arbitre, c'est-à-dire de penser par soi-même et de cet esprit critique, c'est-à-dire pouvoir avoir un regard alternatif, on finit par accéder à toutes les demandes de la personne qui nous a mis sous emprise. Et donc, je lui envoie une photo où je cache, j'en envoie 1 sur 2, et je cache mon autre sein avec ma main. Je me dis, j'envoie la moitié, c'est moitié moins grave peut-être, parce que j'ai honte, j'ai peur, je suis complètement perdue, quoi. Donc, je lui envoie, et dans les secondes qui viennent, il me renvoie « Waouh, t'es magnifique, t'as les seins les plus beaux du monde ». Enfin, en fait, il me sort tout plein de compliments que je n'avais jamais entendus jusqu'à ce moment-là. Et puis moi, je me dis juste, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et dans la deuxième partie de son message, il me dit, par contre, je vois rien, donc t'as pas joué le jeu, faut que tu recommences. Et moi, je me dis, zut, parce que quelque part, j'avais envoyé ma photo pour qu'il me lâche un peu la grappe, quoi. Qu'il se dise, voilà, elle m'a prouvé son amour, parce que c'était ça, le deal, entre guillemets. Donc derrière, il devait juste me laisser tranquille, qu'on allait revivre la même histoire qu'auparavant, quoi. Mais en fait, le consentement, c'est aussi écouter comment la personne elle se comporte, c'est regarder, on est des animaux sociaux, on voit bien quand la personne en fait, elle veut pas. Violette Daz est chargée de projet à la mission Égalité, lutte contre les discriminations, de la faculté Sorbonne Université depuis janvier 2020. Si la personne elle bouge pas, elle parle pas, elle est figée, ouais d'accord, elle a pas dit non. Mais est-ce que du coup elle a vraiment consenti à ce qui se passe ? Ben non en fait, voilà. Et par ailleurs pareil, ouais ok la personne elle a dit oui, mais en fait avant elle avait dit non 50 fois. Ah, ok elle a dit oui à ce moment-là, mais est-ce que ça veut dire qu'elle a vraiment envie ? Ben non plus. Ou la personne elle a dit oui, mais en fait je lui ai dit que si elle était pas d'accord, j'allais la quitter. Ouais, d'accord, elle a dit oui, mais dans quel contexte en fait ? Elle dit oui. Ou elle dit oui, mais je suis son supérieur hiérarchique. Peut-être qu'elle a peut-être pas envie de perdre son emploi. Donc voilà, en fait, il y a plein de situations où on peut pas résumer le consentement à juste un oui ou un non. La première vidéo qu'il m'a demandé de faire, en fait, il en avait marre d'avoir mon corps en photo parce qu'il avait tout vu, donc ça ne lui importait peu. Et donc... il m'a demandé de continuer, mais pour le coup, oui, d'envoyer des vidéos avec du son, avec de l'action quelque part, enfin voilà quoi. Et il me demande de faire semblant de jouir. Et moi, à ce moment-là, quand je lis son message, je comprends pas trop en fait. J'ai 14 ans, je sors de mes cours de SVT où on voit le cerf qui saute sur sa biche, et puis voilà, bon, mon corps n'est pas prêt, il n'a pas envie. Je lui dis d'ailleurs à Alexandre que j'ai pas envie, que ça me fait mal, mais il en a rien à faire. Il m'écoute pas, il me dit que c'est normal, que je fais certainement ça pas de la façon dont il veut, puisque c'est pas lui. Que si c'était lui à ma place, ce serait certainement mieux. Donc je m'exécute finalement. Et jusqu'à en faire des vidéos où il me demande d'utiliser toutes sortes d'objets en fait, donc des brosses, des crayons, et jusqu'à mettre une fois il m'a quand même demandé de me mettre une paire de ciseaux, enfin plein de choses comme ça où au jour d'aujourd'hui évidemment je ne comprends pas, même à ce moment-là je me demandais ce qu'il était en train de me faire, mais quelque part j'étais tellement dans une espèce de spirale là, qui s'arrête pas. J'ai l'impression d'être dans un vrai tourbillon et que je suis obligée de faire, sinon je me perds, quoi. Et en fait, à chaque photo que moi je vais envoyer, il va me renvoyer 2-3 photos de lui, que je ne veux pas. Enfin, je n'ai jamais voulu avoir de photos, j'ai jamais voulu en envoyer d'ailleurs, mais je suis victime de ça aussi. En fait, je vois des choses que je n'ai pas envie de voir. Par contre, il y a bien une chose, il m'envoie tout, pareil en vidéo, etc. Mais jamais, jamais, jamais j'ai entendu sa voix. Jamais. Il monte jamais sa tête non plus. Moi, pareil, j'ai eu cette petite lumière de ne pas mettre mon visage sur mes photos.
Très tôt, les enfants aujourd'hui sont confrontés à des images à caractère sexuel, donc ils commencent à 8 ans à peu près à avoir ce type d'image. Violaine Chabard, directrice de l'accompagnement des victimes au sein de l'association Colosse au pied d'argile, spécialisée dans la prévention et l'accompagnement des victimes de violences sexuelles en milieu sportif et scolaire. Ils sont confrontés aussi à du harcèlement sur les réseaux sociaux avec des personnes qui leur demandent, des individus qui leur demandent d'envoyer des photos ou qui leur envoient des photos de leur sexe. Et donc là, ça les sort de la réalité de ce que peut être une relation consentie et éclairée avec une personne. Pendant plusieurs mois, Alia est prise dans cet engrenage. Alexandre lui écrit tout le temps. Ses demandes sont de plus en plus pressantes, de plus en plus insistantes. Alia n'en parle à personne, mais elle souffre de cette situation et commence à se faire du mal physiquement. Ce qu'Alia est en train de vivre, ce sont des violences sexuelles. Elle subit du cyberharcèlement à caractère sexuel. Elle est exposée, très jeune, à des images qu'elle ne veut pas voir. Et Alexandre lui fait du chantage après l'avoir volontairement isolée et manipulée. En fait, il y a une dissociation qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de protection qui se mettent en place. La victime, elle est sidérée, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas crier. Violaine Chabard. Et en fait, c'est tellement grave ce qui se passe que pour se protéger, elle va se déconnecter de la réalité. Elle donne l'impression de se laisser faire, elle donne l'impression de ne pas avoir de réaction, mais ce qui fait qu'elle est en incapacité de réagir. Quand j'en parle aux enfants, je dis toujours, tu sais, le petit lapin là, qui traverse la route la nuit, quand il voit une voiture arriver, qu'est-ce qu'il fait ? Il se bloque sur la route et il n'avance plus. C'est pas parce qu'il est bête ou parce qu'il ne sait pas qu'il est en danger, mais parce qu'il est incapable de réagir. Et c'est ce que vivent les victimes au moment de l'agression. Et puis il y a cet instinct de survie quand il y a de la violence. C'est-à-dire qu'on se replie sur soi, on estime que c'est le meilleur moyen de se protéger, c'est de se laisser faire. C'est pas un choix, c'est une obligation. Et que chacun va réagir différemment en fonction de son vécu, de l'agresseur, de la violence, et c'est difficile. Parfois, les contours du consentement peuvent sembler flous. Dans les faits et dans la loi, il existe un cadre assez clair pour savoir si une personne est consentante ou non. Pour moi, le consentement, c'est un accord qui est libre, éclairé et, si possible, enthousiaste. Donc il faut qu'il soit libre et volontaire. La personne, elle est en capacité de comprendre pourquoi elle est d'accord et pour quels actes. Éclairé, ça veut dire qu'elle en a pleinement conscience des conséquences, par exemple, et de l'acte en lui-même. Il faut que ce soit spécifique, c'est-à-dire que c'est donné pour un acte et non pas pour un autre. Voilà, si je suis d'accord pour faire un bisou, je ne suis pas forcément d'accord pour avoir une relation sexuelle avec la personne. Il faut qu'il soit réversible et continu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne, elle peut changer d'avis, elle peut dire non, elle peut dire stop. Et c'est pas parce qu'on est d'accord à un moment donné que ça doit se prolonger dans la durée. La violence sexuelle, c'est des actes et des pratiques sexuelles imposées sans consentement. Johanna Rosenblum. Avec ou sans violence, d'ailleurs. On a tendance à penser que des abus, des viols ou des violences sexuelles, lorsqu'il n'y a pas de cris, lorsqu'il n'y a pas usage de la force, ce ne sont pas des violences, mais dès lors qu'il n'y a pas de consentement, que les relations sont imposées et sont faites sous contrainte, c'est de la violence. Alia n'a jamais donné son consentement, ni pour recevoir des images, ni pour en partager. Elle a agi sous la pression constante d'Alexandre, sous ses menaces de rupture. Elle a été contrainte. Et la contrainte n'a rien à faire dans les rapports relationnels amoureux ou sexuels. Et là, je reçois un long message d'Alexandre. Et en fait, j'avais l'impression que c'était un poème, que c'était un long message romantique, qu'on retournait à nos messages d'avant, en fait. Et donc, je lis le début du message et là, j'ai l'impression que je vais tomber par terre, quoi. J'étais très très loin d'imaginer ce qu'il pouvait m'envoyer là. Donc il me dit « Écoute Alia, je me suis bien amusée. Tu m'as fait bien rire. En vrai, franchement, t'es douée. » Et moi là, je comprends pas. Les premières phrases comme ça, je sais pas de quoi il parle en fait. J'avais l'impression qu'il se trompait de destinataire. Écoute, maintenant tu vas faire ce que je te demande. Comme avant, hein. Tu vas continuer de m'envoyer tes photos et vidéos. Sinon, ça va mal se passer pour toi. Et il me dit, crois-moi, t'as pas envie de savoir.
Ok. Donc moi déjà je lui dis que je ne le crois pas sur le fait qu'il ait des photos de moi puisque sur ce réseau social-là, quand on fait une capture d'écran, on a la notification normalement, Alexandre a fait une capture d'écran de votre Snap, enfin bref. Et moi j'ai jamais eu ça, je l'ai jamais vu ce petit message-là, donc je me disais que c'était pas possible qu'il ait des photos de moi. Et en fait il s'est amusé à m'envoyer, en laissant 10 minutes entre chaque, il s'amusait à m'envoyer une photo de moi. Pour me montrer déjà d'une qu'il les avait, et puis deux, pour se faire un petit peu plaisir sur le fait que je puisse avoir mal, quoi. Donc moi je vois tout ça et je me dis c'est pas possible, enfin c'est bien moi, je me reconnais, je m'aime pas. Et là je me dis mais non seulement j'ai envoyé mes photos, mais en plus de ça maintenant j'ai plus la main dessus. Elles sont à lui quoi, il les a gardées. Et là il me dit écoute, je sais qui sont tes amis. Je sais que t'es au collège Saint-Paul, dans telle ville. Je sais que t'habites à côté de La Roche-sur-Yon, en Vendée. Et il me cite mon adresse, le prénom de certaines de mes amies, de personnes que je n'aime pas forcément. Il me cite le prénom de mes parents, de ma sœur. Là, j'ai pris peur. Enfin, j'avais déjà peur avant, mais là, c'était pire, quoi. Alia tente d'oublier les menaces d'Alexandre et retourne au collège. Elle sent alors que les regards sont braqués sur elle. Et à la sortie du self, j'ai 2 copines qui viennent me voir. Et elles ont l'air un peu contrariées. Enfin, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, qu'elles veulent me dire un truc, mais que c'est difficile. Et l'une des deux m'a dit « Bon, Alia, écoute, on a quelque chose à dire, c'est pas facile. » Elle a vraiment du mal à s'exprimer à ce moment-là. Et l'autre copine qui était à côté d'elle se prive pas, entre guillemets, de me dire direct on a vu tes photos. On sait pas ce que tu fais, mais il faut que t'arrêtes. On a vu tes photos, Alia. On sait que c'est toi. Les gars, ils se sont échangés les photos là ce midi. Tout le monde rigole et tout, et nous, on sait pas où se mettre. Alia essaie de nier, elle rentre chez elle, continue de se faire du mal. Le lendemain, ses copines remarquent les traces sur ses bras et interviennent. Immédiatement, elle demande à une professeure de les aider. Alia finit par se confier à cette professeure, puis au proviseur du collège. Il me pose pareil des petites questions et il me dit écoute, je comprends pas trop pourquoi t'as fait ça, mais on va t'aider, on va te sortir de là, n'aie pas peur, on est là. Et il me dit par contre moi je suis obligée d'appeler tes parents. Je peux pas faire tout ça tout seul, puis faut qu'ils soient au courant quoi. Il m'a demandé s'ils étaient au courant, évidemment non. Et donc il appelle mon père qui ne répond pas, il est au travail. Il appelle ma maman qui est au travail également. C'est la seule fois de sa vie où on va l'appeler au travail. Cet appel du collège lui fait peur. Enfin, elle m'a dit que c'est la première fois, en tout cas le matin même, en allant au travail, qu'elle se sentait mal et elle comprenait pas pourquoi. Alia n'est pas la seule à avoir subi ce type de violence numérique. Selon une étude de 2024 de l'association En Avant Toutes, 1 jeune sur 3 a déjà partagé des photos intimes. Mais surtout, le sondage révèle qu'une personne interrogée sur 6 admet avoir partagé ces images à des fins de vengeance, pour intimider ou pour faire rire. Les proches d'Alia n'avaient rien vu du drame qui se jouait dans sa vie. Dans le cas d'Alia, il y avait peu de signes extérieurs de sa détresse. Un proche sous emprise, on va avoir du mal à accéder à lui. D'abord, il sera moins simple de l'approcher. Et puis, il y aura quelque chose de mystérieux, on va dire, comme une enveloppe, comme un paquet cadeau qui va venir enrober le récit de son quotidien, le récit de son couple, le récit même de son équilibre émotionnel et de son bien-être personnel, en fait. Les signes extérieurs d'une emprise, d'une contrainte, peuvent être des changements d'humeur soudains. Par exemple, des personnes habituellement joyeuses qui paraissent subitement tristes ou craintives. Ça peut aussi être des troubles du sommeil, des insomnies, des cauchemars récurrents ou encore des troubles de l'alimentation, comme l'anorexie ou la boulimie. Cela peut aussi se manifester par des stratégies d'évitement, des refus d'aller dans tel ou tel lieu, de voir telle ou telle personne, de porter tel ou tel vêtement. Chez Alia, il y avait dès le début un désir fort de se cacher et surtout une grande culpabilité. J'ai eu la chance de pouvoir me sauver de
de ce que je pouvais ressentir, de ce que j'ai pu croire, que j'étais coupable, etc. Mais par contre, ça a mis énormément de temps. Que la culpabilité s'efface, ça c'est quelque chose qui est présent chez toutes les victimes. Et je dis que ça s'est effacé, mais en fait, je ne sais pas vraiment, parce qu'il y a toujours, j'imagine, une part en moi qui se dit « non, mais t'aurais pas envoyé cette photo, il n'y a rien qui se serait passé ». Derrière beaucoup de discours de victimes qui osent parler de violence, il y a ce petit texte, cette petite voix en filigrane qu'on a tous entendu et qu'on entend encore aujourd'hui, qui est « pourquoi t'as toléré, pourquoi t'as eu à supporter ça ?» Moi, je serais partie au premier coup. Et ça, c'est mépriser les mécanismes d'emprise. Et après l'arrêt des violences, il se passe quoi pour Alia ? Comment tenter de se reconstruire quand on a dû faire face à cette violence ? C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Si vous êtes victime ou témoin de violences en ligne, pensez à appeler le 3018. C'est le numéro d'appel d'urgence français pour le cyberharcèlement. Et si vous pensez être victime de violences ou vous posez des questions sur une relation problématique, n'hésitez pas à appeler la CNAE, CNAE, au 0800 737 800, un numéro spécialement destiné aux étudiants. Vous pouvez aussi appeler le 3919, le numéro national d'écoute, d'information et d'orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles. Défaire la violence est une série documentaire de Santé Psy étudiants en collaboration avec l'association VICA, sur une idée originale et avec la voix de Vicky H, produite par l'ACME, coordonnée par Chloé Vibo, écrite et enregistrée par Nina Pareja, réalisée et mise en musique par Thomas Loupias. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur santépsy.étudiant.gouv.